Selbu, en Norvège. Nous sommes le 11 novembre 1859. Dans cette petite localité de pêcheurs où règne pauvreté et chômage, naît Brynhild Storseth. Elle est le 8e enfant d'un tailleur de pierre qui a bien du mal à nourrir toute sa famille. Les perspectives d'avenir de la jeune Brynhild sont peu réjouissantes. Durant un bal, elle fait la connaissance à 17 ans d'un paysan fortuné, de qui elle est rapidement enceinte. Mais l'homme est violent et là-bas. Il lui donne une volée de coups de pied dans le ventre qui eut pour conséquence de lui faire perdre son enfant. L'individu ne sera jamais jugé et décédera peu après d'un cancer de l'estomac. Dès lors, le comportement de Brynhild change, elle devient irascible et renfermée. Pendant 3 ans, elle se met au service d'une famille aisée en vue d'économiser assez d'argent pour rejoindre une sœur partie aux États-Unis. 1881. Belle part pour Chicago. Elle américanise son prénom et se fait désormais appeler Belle Storseth. À 22 ans, c'est déjà une femme bien bâtie, d'1m80 pour plus de 90 kg. Il existe à cette époque une communauté norvégienne relativement nombreuse aux USA. Elle ira vivre dans un premier temps chez sa sœur Nelly et son beau-frère John Larsen, lui aussi norvégien. Elle trouve rapidement un emploi de domestique et, en 1884, elle rencontre et épouse un de ses compatriotes, Mads Sorenson. 12 années passent, durant lesquelles le couple a 4 enfants. Myrtle, Lucy, Caroline et Axel. À ce moment-là, Belle ouvre un commerce de confiserie. Cependant, le magasin peine à attirer le chaland et il périclite. Il brûle totalement au cours d'un incendie. Selon la propriétaire, la cause en serait l'explosion d'une lampe à pétrole. Fort heureusement, le commerce était assez bien assuré et la compagnie d'assurance paye sans broncher. Mais comme la destinée en veut manifestement à Belle, sa fille Caroline décède de coliques aiguës. Heureusement, Caroline était assurée sur la vie et une nouvelle somme d'argent est versée au couple. Avec le montant des 2 assurances, Belle et Mads achètent une belle et grande maison de Chicago en 1897. Mais comme la guigne semble la poursuivre, il y eut un nouvel incendie et un nouveau versement de l'assurance. Le deuil va cette même année frapper à nouveau le foyer, car c'est au tour d'Axel, le seul fils du couple, de décéder. Colique aiguë encore une fois, et nouvelle prime d'assurance. Le couple, frappé par le malheur, achète une maison encore plus belle que la précédente. Belle et Mads Sorenson adoptent entre-temps une fille, Jenny. 1900. Mads Sorenson est désormais un homme diminué. Il suit un traitement médical lourd et n'est plus en capacité de travailler. Au cas où malheur devrait lui arriver, il a contracté 2 assurances-vie, dont l'une arrive à expiration le 30 juillet de cette année-là. Opportunément, il décède le seul jour où ces 2 assurances-vie se chevauchent. Bien qu'il présente tous les signes d'un empoisonnement à la strychnine, aucune autopsie n'est pratiquée. Son épouse avouera plus tard lui avoir donné un médicament en poudre, peut-être de la quinine, car son mari ne se sentait pas bien. Elle touche, dès le lendemain, le montant des 2 assurances-vie pour un total de $8000. Désormais veuve, elle loue sa maison et déménage à La Porte, dans l'Indiana. Son défunt mari avait, avant son décès, fait part de son désir de s'installer dans cette localité, riche d'une forte communauté de Norvégiens. 1903. Avec l'argent de la vente de sa maison et celui des assurances, Belle achète une ferme, comprenant une grande maison, plus de 30 hectares de terres cultivables et un verger. En avril 1902, elle fait la connaissance de Peter Gunnes, récemment veuf et boucher de son état, et lui aussi d'origine norvégienne. Il est à ce moment-là père de Lydia, 8 mois, née de son précédent mariage, ainsi que de Swanhild, 5 ans. Mais à son grand malheur, Lydia décède en août de la même année. Et comme il faut bien s'occuper de la ferme, le boucher se fait désormais agriculteur. Il travaille d'arrache-pied pour faire prospérer l'exploitation, tandis que Belle rénove et embellit la maison. En décembre 1902, soit 8 mois après son mariage, Peter Gunnes est victime d'un accident. Selon les dires de Belle Gunnes, un hachoir à viande posé sur une étagère lui serait tombé sur la tête. Cette fois-ci, c'en est trop. Trop d'accidents et de décès suspects. Belle passera devant le tribunal, soupçonnée d'avoir tué son mari. Mais elle joue les veuves éplorées et joue sur le fait qu'elle est enceinte de Peter. Tant et si bien qu'elle met le jury de son côté. Elle est finalement acquittée et pourra percevoir l'assurance. Un mois plus tard, Belle accoucha d'un fils, Philippe, fruit de son bref mariage. Désormais veuve pour la seconde fois, Belle n'a plus personne pour tenir la ferme. Des rumeurs commencent à enfler et les commérages vont bon train, mais tout le monde se tait. Elle passe dans les journaux locaux des annonces afin d'embaucher des journaliers, qui viennent travailler quelques jours, quelques semaines, puis disparaissent.
Certains ouvriers agricoles deviennent même des amants occasionnels de Belle. Gust, le frère de Peter Gunness, emmène avec lui Swanhild, la fille de son frère, afin de l'élever. En 1906, la fille adoptive de Belle, Jenny, disparaît du jour au lendemain. Belle dit qu'elle l'envoie en Californie, dans un pensionnat pour filles. C'est à cette époque qu'elle passe dans les journaux une annonce afin de rencontrer un homme. Veuve, charmante, possédant une grande ferme à la porte, désire faire la connaissance d'un gentleman de la même condition en vue de joindre nos fortunes. Réponse en personne uniquement. Personne peu sérieuse s'abstenir. Des prétendants ne tardent pas à se faire connaître. Belle les incite à prendre avec eux leurs biens et de l'argent liquide afin qu'ils prouvent leur bonne fortune. Elle ne veut surtout pas, dit-elle, de coureurs de dot. Aucun d'eux ne reste bien longtemps à la ferme, ils disparaissent tous. Elle embauche en 1907 un certain Ray Lanfer, qui devient aussitôt son amant. Durant le même temps, elle se fiance à un homme du nom de Andrew Egeline. Il retire de la banque une importante somme en liquide afin de se marier, mais il disparaît aussitôt. Parallèlement, l'enfer est de plus en plus jaloux et fait de fréquentes scènes à Belle qui reçoit chez elle de nombreux galants. Elle finit par le renvoyer en février 1908. Mais l'enfer se rend plusieurs fois chez elle, la menaçant et rentrant sur sa propriété par effraction. Il finit par porter plainte chez le shérif et il fera une courte peine de prison. Le 28 avril de cette année-là, la ferme de Belle Gunness est la proie des flammes. L'incendie est tout particulièrement violent et se propage même aux vergers et aux bois environnants. Pour comble de malheur, Belle et ses enfants sont à l'intérieur. Tandis que l'on appelle les pompiers, les voisins se précipitent sur les lieux du sinistre afin de tenter d'éteindre les flammes, ou au moins de porter secours aux enfants et à leur mère. Mais les flammes sont trop violentes. Il ne reste de la ferme que cendres et débris. Une fois l'incendie naturellement éteint, on fouille les débris pour trouver les corps. On trouve d'abord celui des enfants, Myrtle, Lucy et Philippe. Ensuite, celui d'une femme décapitée. On suppose dans un premier temps qu'il s'agit du corps de Belle Gunness. L'enfer est aussitôt accusé d'incendie criminel pendant que l'enquête suit son cours. Enquête qui montre quelques éléments troublants. Déjà, Belle Gunness était une femme au physique lourd, d'assez grande taille, contrairement à la femme retrouvée décapitée. Ensuite, cette dernière est morte non dans l'incendie, mais empoisonnée à la strychnine. Le frère d'Andrew Egeline est venu sur place afin de voir si ce dernier est au nombre des victimes. Un ancien employé de Belle Gunness rapporte avoir vu creuser, non loin de loge à Crochon, une fosse destinée à recevoir des détritus. Après avoir creusé au lieu indiqué, les volontaires retrouvent des restes humains. On y retrouve notamment le corps d'Andrew Egeline, mais aussi celui d'une femme et d'un homme. On généralise les fouilles à toute la ferme, et ce ne sont pas moins de 15 corps qui sont déterrés le premier jour, puis finalement au moins une quarantaine. Pendant ce temps, le cas de Ray Lanfer s'aggrave. Il est de notoriété publique qu'il avait proféré des menaces contre Belle Gunness, qui avait fini par porter plainte contre lui. En mai 1908, il est finalement jugé et reconnu coupable d'incendie criminel, mais innocenté pour les meurtres. Il est condamné à 20 ans de prison, qu'il ne fera jamais puisqu'elle décède de cause naturelle en décembre 1909. La tête de la femme décapitée n'a jamais été retrouvée. Malgré le rapport des médecins légistes contestant le fait qu'il s'agissait du cadavre de Belle Gunness, cette dernière fut déclarée par la police officiellement morte lors du sinistre. On ne saura jamais, avec certitude, si le corps retrouvé était celui de Belle Gunness ou non. À ce jour, le mystère reste entier.